téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Aujourd'hui, nous serons avec Madame Evelyne Michel, qui est française, ingénieure de base et installée actuellement en Égypte, au Caire plus précisément. Et ensemble, nous allons découvrir les points marquants de sa vie, son parcours et également comment trouve-t-elle la vie actuellement en Égypte. Madame Evelyne, bienvenue à notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi de même, je suis absolument ravie. Alors, on commence toujours notre interview avec une question qui porte sur la phase de l'enfance. C'est une période qui marque la vie de l'être humain pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de votre enfance? De mon enfance, je retiens beaucoup d'amour de ma famille. Et c'est ce qui m'a guidée tout le long de ma vie. Comment vous expliquer? L'amour d'une famille, d'une maman, d'un papa, de grands-parents, ça permet d'avoir une certaine confiance en soi. Oui. Et ça m'a vraiment aidée aussi pour élever mes enfants. Voilà. Et vous avez passé votre enfance en France? J'ai passé toute mon enfance en France. Chez mes parents, donc dans une ville qui s'appelle Lyon, au sud-est de la France. Voilà. Une belle ville. Et oui. Puis, vous avez choisi un thème qui est assez spécial, assez particulier pour vos études universitaires, ingénieur chimique. Alors là, l'ingénierie est associée à la chimie, c'est une vraiment spécialité très précise. Parlez-moi un peu de ce choix. Alors, à l'époque, parce que je suis sortie de l'école en 1988, ça fait donc longtemps, on ne choisissait pas encore vraiment ses études comme les jeunes le font maintenant, comme j'ai permis à mes enfants de le faire. Disons que lorsque on avait des bonnes notes à l'école, on était souvent dirigé vers les sciences, oui. Les sciences qui m'intéressaient de toute façon. Et ensuite, lorsque je suis arrivée à l'université, j'avais donc pris la biologie, c'était la partie qui m'intéressait le plus, avec la génétique. Et comment vous expliquer? Ce qui intéressait à ce moment-là notre génération, c'était ce qu'on appelle l'ascenseur social, c'est-à-dire socialement faire mieux que ses parents. Et moi, étant une femme, je voulais prouver aussi, j'ai que des frères, je voulais prouver que je pouvais y arriver. Oui. Et donc, c'est plus un choix social, on va dire, qu'un choix de passion. Donc, j'ai fait ingénieur chimiste parce que je voulais être ingénieur comme un homme. À l'époque, c'était surtout les hommes qui étaient ingénieurs. Et parce que je voulais prouver que je pouvais y arriver au moins autant que mes frères. Oui, mais en fait, voilà, vous avez réussi ces études, ce qui signifie que vous êtes doué et également vous vous êtes intéressé à ce domaine d'études. Oui, en fait, la première année de mon école d'ingénieur, je n'avais pas assez d'humanité. L'humanité, c'est l'histoire géo, le français, tout ça. Donc, j'ai voulu m'inscrire à la fac de lettres parce que comme je vous ai rencontré dans dans une exposition d'art, oui, enfin, je suppose que vous savez que j'adore ça. J'adore tout ce qui est artistique, j'adore la lecture, j'adore tout ça. Et c'est vrai que lorsqu'on fait des études de sciences, c'est quelque chose qui manque. Donc, j'ai voulu bifurquer, mais comme vous le dites, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'étais douée pour ce que je faisais.
J'ai d'ailleurs fini première de promotion. Wow. Ça m'intéressait quand même, évidemment. Hein. On ne finit pas première de promotion sans aucun intérêt pour ce qu'on fait. Mais il y avait cette partie-là qui me manquait quand même. Donc, c'est surtout, ma motivation, c'était surtout l'ascenseur social et prouver qu'une femme pouvait faire autant que les hommes. Et suite à vos Voilà. études, est-ce que vous avez entamé une carrière dans le domaine de ces études très spécialisées ou vous avez choisi de tenter vos occasions dans un autre domaine? Alors, suite à ces études, j'ai effectivement trouvé un travail très intéressant, mais à l'époque, en 1989, en France, il y avait beaucoup, beaucoup de travail pour les ingénieurs. Donc, on pouvait passer d'un poste à l'autre sans problème. J'ai trouvé une entreprise américaine dans laquelle j'ai pu m'épanouir, mais pas en laboratoire. Je voyageais beaucoup, j'étais responsable d'une gamme de produits sur l'Europe du Sud, puis j'ai été nommée aux États-Unis. J'ai donc compensé un peu ma curiosité pour le monde au travers de ce travail-là qui était international. Ensuite, j'ai rencontré mon mari, qui est ingénieur aussi. À l'époque, nous voulions partir vivre à l'étranger. Donc, c'était soit lui, soit moi. Moi, j'avais 30 ans, j'avais envie d'avoir des enfants. Et mon poste à moi était en plus dans le Minnesota, vers le Canada, donc un climat un peu rude. Celui de mon mari était en Caroline du Nord, un climat beaucoup plus serein. Et donc, nous sommes partis et j'ai démissionné pour avoir mes enfants. Et mon mari ne se voyait pas du tout, lui, arrêter de travailler. Donc, on a choisi l'option Caroline du Nord. À un moment donné, toujours la femme est affrontée par des choix qui sont des fois des choix difficiles. Quand vous vous êtes affronté à ce choix, vous avez choisi la famille, les enfants et vous vous êtes donné à fond afin de s'épanouir dans cet aspect familial. Oui. Vous vous êtes consacré totalement depuis cette décision à la famille ou à un moment donné, vous avez changé d'avis ou peut-être que les circonstances ont changé, que vous avez repris encore une fois la carrière et la vie professionnelle? Alors, lorsque j'ai pris cette décision, je suis très contente de l'avoir prise parce que pendant des années, je me suis vraiment épanouie dans ce rôle de maman. Oui. Par contre, effectivement, c'est tout à fait regrettable que la femme soit obligée de faire ce choix. Ça, en ce qui me concerne, c'était un bon choix, mais je comprends très bien que certaines femmes n'y trouvent pas un épanouissement total. Oui. Pour mon cas, ça a été un épanouissement total. Par contre, effectivement, chaque fois que nous partions à l'étranger, j'essayais de trouver un travail qui pouvait allier la vie familiale et la vie professionnelle. Il se trouve qu'avec mes diplômes, j'ai pu être professeure dans des écoles françaises à l'étranger. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'au moment où on est rentré en France. Et là, je n'avais plus envie de reprendre une carrière d'ingénieur chimiste pour plusieurs raisons, dont la principale, c'est que je n'avais pas travaillé depuis longtemps dans ce domaine et c'est un domaine qui évolue très rapidement. Donc, je ne me sentais pas avoir les capacités maximum pour reprendre ce travail-là. Oui. Donc, j'ai voulu passer un autre diplôme, qui est un diplôme de naturopathe. Les naturopathes, ce sont des gens qui
comment vous expliquer ça, Mm. qui donne une hygiène de vie particulière aux gens qui veulent rester en bonne santé. Et les gens qui sont malades, on les aide avec des médecines naturelles. C'est C'est donc peut-être en rapport avec l'homéopathie ou c'est quelque chose de... absolument, absolument. Il y a une partie, oui. En fait, le naturopathe va diriger les personnes sur des ressources naturelles pour se soigner. Mhm. Si lui-même n'a pas toutes les connaissances, Oui, même si on a étudié l'homéopathie, par exemple, nous ne sommes pas homéopathes. Donc, on va diriger le patient vers un homéopathe connu. uh-huh. Voilà, donc tout ça, ça m'a passionnée pendant... Ah oui, j'avais étudié aussi la réflexologie plantaire Wow. que j'associais à mon travail dans mon cabinet. Je m'étais monté un petit cabinet. J'ai travaillé pendant 3 ans et puis ensuite, avec mon mari, on a décidé de partir en Thaïlande. Donc, me voilà repassé un autre diplôme qui est le français FLE, Oui, français le langue fleu. étrangère, Oui. pour le FLE, voilà, Mm. pour apprendre le français aux étrangers à l'Alliance française de Thaïlande. Oui. Il se trouve que lorsque je suis arrivée à Bangkok, je ne m'y suis pas plu du tout. Donc, et en plus, je n'ai pas trouvé de travail. À l'époque, il n'y avait pas de poste à l'Alliance française. Donc, je suis rentrée en France et j'ai décidé de partir à l'étranger, mais cette fois toute seule, pour la première fois de ma vie. Enfin non, pas pour la première fois. Lorsque j'étais étudiante, je suis partie, bien sûr, La première comme fois beaucoup après d'étudiants. votre mariage et après la fondation de votre famille, c'est ça? Mm. Absolument, oui, Oui. oui, oui. D'ailleurs, c'est un peu dur à ce niveau-là, mais bon, on est en contact tous les jours. Heureusement, maintenant, il y a des moyens comme WhatsApp, comme Viber, comme Alors, ce qu'on cette utilise là, décision, Zoom. c'était de venir s'installer en Égypte, c'est ça cette décision, que vous êtes venu seul s'installer en Égypte? Voilà, alors, là-dessus, j'ai quelques petits commentaires à faire. Lorsque je suis Oui. partie en Thaïlande, tout le Mhm. monde me disait, tu verras, ça sera super, les gens là-bas sont vraiment très gentils et tout ça. Bon, je n'ai pas forcément rencontré tout ça. Par contre, partir toute seule en Égypte, les gens me disaient, mais t'es folle, en Égypte, c'est un pays arabe, tu vas voir les femmes là-bas, patati patala. Bon, j'arrive en Égypte, j'ai jamais été aussi bien reçue dans un pays qu'en Égypte, Mhm. que ce soit de la part des hommes ou des femmes. Mhm. J'ai rencontré en Égypte une hospitalité que je n'ai vue nulle part ailleurs. Vous avez cette richesse et franchement, gardez-la, quoi. C'est formidable. Je voudrais Voilà. également vous poser une question à propos de ça, Madame Evelyne. C'est que avec la plupart ou la majorité des femmes occidentales avec qui j'ai eu ces entretiens à travers notre programme au féminin, je trouve toujours qu'il y avait un arrière-plan, il y avait des stéréotypes, des préjugements avant de venir en Égypte, peut-être par l'entourage, par les médias. Et en venant, oui, on change d'attitude, on change d'avis. Ma question Oui. ici, c'est que selon vous, pourquoi il existe ce genre de préjugement avant de venir? Et si vous allez présenter l'Égypte aujourd'hui à votre entourage qui était opposé à votre décision de venir, qu'est-ce que vous allez leur dire? Alors, je vais leur dire d'abord qu'ils ont totalement tort et ces préjugements, ces préjugés même, viennent du fait, je pense, beaucoup de l'histoire de la France par rapport au pays arabe qui est l'Algérie. Et avec la difficulté d'intégration de cette culture algérienne au sein de la culture française en France. Oui. Et je pense que là, il y a un amalgame énorme entre tous les pays arabes. Oui, c'est vrai. Et Qu'on donc, confonde que chaque pays
peut avoir son identité, ses circonstances, sa vie, sa civilisation. Et l'Égypte, je crois, se trouve unique au milieu de tout le monde arabe, ce qu'on est au carrefour de plusieurs civilisations. Pourtant, on garde notre identité à nous qui est vraiment connue par tout le monde. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un pays qui ne ressemble à aucun autre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cet amalgame qui se fait dans la société française avec les autres pays arabes, mais je pense que les médias devraient rétablir cette image parce que vraiment, c'est un pays très différent de ce à quoi je m'attendais et de ce à quoi on m'avait prévenu. Ça n'a rien à voir. C'est un pays où il faut avoir vécu un peu pour se rendre compte d'une richesse humaine. Je ne parle pas uniquement historique parce qu'effectivement, les Français sont très attirés par l'Égypte antique. Oui. Mais d'un point de vue humain, oui. Il y a une richesse là qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà. Et vous êtes ici en Égypte depuis combien de temps? Je ne suis ici que depuis le mois de septembre 2020. Mais comme je suis très active, en fait, je travaille ici. Je suis professeure et je suis professeure de biologie. Très bien. Et oui. Ouais. De ce que j'ai vu, même si vous êtes ici en Égypte depuis quelques mois uniquement, mais vous avez su vous intégrer dans la société égyptienne. Déjà, vous avez fait des amis. Déjà, vous êtes au courant des événements artistiques qui se trouvent au Caire et vous vous rendez à ces événements. Oui. Mon but, lorsque je suis arrivée, comme je suis venue toute seule, sans mon mari et mes enfants, c'était tout de suite de me faire des amis. Et il se trouve qu'au Caire, il y a des associations francophones très actives et très sympathiques. Il y a Caire Accueil, il y a ADFE. Et dans ces associations, j'ai rencontré des gens, mais aussi je suis arrivée déjà dans un Airbnb la première semaine avant de trouver un appartement, où là, j'ai rencontré mes premiers Égyptiens qui étaient déjà super gentils, vraiment adorables. Ensuite, j'ai trouvé un appartement. Enfin, je sais. Ah oui, et puis si, j'ai rencontré des profs égyptiens qui m'ont présenté à d'autres amis. Je vois la vie, la vie égyptienne et ça me plaît beaucoup. On se sent libre, vraiment bien. Quels sont les plats préférés ou dégustés jusqu'à maintenant en Égypte et que vraiment vous avez découvert? Oui, j'ai découvert une cuisine très chouette. J'apprécie beaucoup dans les restaurants, il n'y a pas ça en France. Il y a des lavabos partout pour se laver les mains. C'est des petits détails, mais je trouve ça super. Il y a un restaurant au centre-ville qui était tellement typique. Il faisait qu'un seul plat, qui je crois est un plat national, c'est le pigeon farci, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un de plusieurs plats connus en Égypte. Voilà. Oui. Oui, parce que chaque fois qu'on commande un plat, on a toujours une petite salade, on a toujours vous faites ça avec du sésame, la crème de sésame, là, c'est tellement bon ça. Tahini. Voilà. J'ai goûté aussi une boisson, j'aimerais bien en trouver en France, ça s'appelle du carcadet. Oui, bien sûr. C'est avec de l'hibiscus. Oui. Et il y a une autre boisson que j'adore aussi, mais malheureusement en France, elle n'aura pas le même goût parce que vous avez des citrons tellement délicieux ici. C'est
lemon mint. Mhm. C'est du jus de citron avec de la menthe. C'est trop bon. Mais bon, je vais essayer d'en faire en France, bien sûr, mais je n'aurai pas le même goût, j'en suis sûre. Et également, je vais vous poser quelques petites questions qui va nous aider et notre public à découvrir toutes les facettes de votre vie. Et on commence avec le modèle de femme qui vous inspire. Qui est cette femme qui vous inspire dans votre vie? Celle qui m'inspire le plus, c'est Simone Veil. Simone Veil qui avait une personnalité très droite Ouais. et en même temps très féministe. Mm. Mais pas féministe dans le sens moi je peux faire mieux que les hommes. Non, pour moi ça c'est hors de contexte. Féministe dans le sens respect de la femme. Voilà. Mhm. Dans le sens, il n'y a pas d'infériorité, il n'y a pas d'égalité non plus, je ne crois pas, mais enfin, je ne crois pas dans le sens où on n'est pas fait de la même façon, C'est on vrai, ne peut oui. pas faire les mêmes choses, mais une femme mérite autant de respect qu'un homme. C'est à ce niveau-là l'égalité. Voilà. Et le meilleur conseil que vous avez reçu au cours de votre vie? Le meilleur conseil que j'ai reçu au cours de ma vie, oui, c'est ce qui m'a servi de moteur en fait pendant des années. C'est j'ai pas envie de me retourner à 60 ans et de me dire si j'avais su. Voilà. Donc, faire ce qu'on a envie de faire au moment où on veut le faire. Justement, ça nous mène à parler un peu, est-ce que en contemplant votre vie aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets, peut-être une nostalgie envers quelque chose? Non, non. Le regret, c'est quelque chose que j'ai banni de ma vie. Comment vous expliquer le regret, c'est pas productif, ça permet pas d'avancer. Donc le regret, non. Parce que justement, grâce à ce conseil ou cette maxime dont je viens de vous parler, j'ai essayé de n'avoir aucun regret dans ma vie. Tout au long de ma vie, j'ai toujours essayé d'avancer, Oui, de faire ce qui me semblait bon pour mes enfants d'abord, pour mon mari et moi. très bien. Et également, je voudrais savoir quelle est la raison pour laquelle vous commencez une nouvelle journée avec de l'espoir. Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous donne l'enthousiasme pour continuer votre parcours? C'est une bonne question. Ce qui me donne l'enthousiasme, c'est ma curiosité. J'ai ce trait de caractère, je ne sais pas d'où il vient, je remercie mes parents, mais la curiosité, c'est ce qui permet d'avancer tous les jours et de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais découvrir. Par exemple, je vous dis, hier, j'étais à Saqqara, c'était une journée merveilleuse. Voilà. Donc, d'avoir toujours des projets en avance, de se dire toujours, ben, tiens, la semaine prochaine, je vais faire ça, toujours un petit peu des projets et aussi un esprit ouvert, très curieux. C'est ça qui permet d'avancer, je crois. Et chacun d'entre nous possède des peurs ou des craintes. Quelles sont vos craintes dans la vie? Alors, ma plus grande crainte, et je ne sais pas d'où elle vient, c'est l'abandon. D'être abandonnée par mon mari, ma famille, je ne sais pas. Pour moi, c'est un cauchemar. Donc en fait, c'est d'être privée d'amour.
Je crois que c'est un moteur pour tous les êtres humains, l'amour. C'est Et vrai. d'être privé de ça, pour moi, c'est oui, c'est horrible. Je ne veux pas y penser. Très bien. Madame Evelyne Michel, je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui et de nous avoir révélé les points marquants de votre vie, votre parcours. Et j'espère que votre séjour ici en Égypte sera toujours agréable et que votre famille puisse venir vous rejoindre. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition de notre programme Au Féminin. Ravi d'être avec vous. À la semaine prochaine et une nouvelle expérience, une nouvelle réussite au féminin. Au revoir.